De Manolito a Manu. Autobiographie de Manuel Peñarroya. 5e partie. Dans cette 5e partie, j'évoquerai le déménagement de mes parents dans les Pyrénées et les très nombreux conflits survenus au sein de la SEP. En janvier 1972, j'avais été classé par le ministère du Développement industriel et scientifique dans l'affectation collective de défense au sein de la SEP. Ce classement signifiait qu'en cas de décision gouvernementale pour des risques de guerre ou autres types de risques tels attentats, etc., j'étais tenu de joindre sans délai avec interdiction de quitter l'établissement sans autorisation préalable de l'administration. Pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas été retenu au service national, ce fut une très grande surprise. Au mois de février, j'avais fait l'acquisition de notre première voiture. C'était une Opel Ascona modèle utilitaire, que nous avions justement choisi car il permettait de transporter facilement le landau du bébé. Au printemps suivant, sous l'impulsion de M. Jean-Pierre Canzano, un passionné et ancien dirigeant du temps de la SEPR, l'association sportive SEP organisait un tournoi de tennis de table réservé aux salariés de l'entreprise. Personnellement, je n'avais jamais pratiqué ce sport. La seule fois que j'avais tenu une raquette de tennis de table dans la main, c'était en juin 1967, devant l'une des tables installées au premier étage du Café des Arts à Bordeaux, le jour où nous avions créé la section syndicale CFDT à la SNEGMA. Lors de ce tournoi interne, j'avais atteint les quarts de finale et je m'étais pris au jeu. Du coup, j'avais décidé d'arrêter le rugby, trop compliqué pour moi à cause de ma vue, les lunettes, et je m'étais inscrit à la section tennis de table de l'AS-SEP. Suite à cela, l'AS-SEP avait engagé une équipe supplémentaire en 4e division, le plus bas échelon du championnat corporatif de Guyane de tennis de table. Je jouais avec un collègue de bureau, Alain Hainaut, qui était déjà très bon pratiquant, et j'avais entraîné avec nous dans l'aventure mon beau-frère Jean-Pierre. Lors des rencontres allées, nous avions encaissé 2 ou 3 cinglants 5-0. Mais avec Jean-Pierre, qui était assez adroit, et moi, nous allions nous entraîner très régulièrement, tant et si bien que lors de la phase de retour, nous avions tout gagné, et au final, nous avions même réussi à remporter le titre de champion. Mes parents étaient à la retraite depuis peu et décidèrent d'aller s'installer dans le Béarn, pas loin de toute la famille de ma mère et de mon oncle Domingo. Ils avaient trouvé à Mirepex, au numéro 14 de la route de Pau, une belle et grande maison à retaper, avec en plus un terrain de 300 mètres carrés et une grange d'une centaine de mètres carrés attenant à la maison. Branle-bas de combat pour les vacances d'été, avec tout d'abord le déménagement pour lequel j'avais retenu un fourgon du comité d'établissement. Et nous avions fait 3 ou 4 voyages Bordeaux-Mirepex aller et retour dans les 3 jours du week-end. D'ailleurs, il pleuvait et ce n'était pas très agréable de conduire. De plus, nous avions eu des soucis. En traversant une flaque d'eau sur la route, le moteur s'était arrêté net. C'était dans une grande ligne droite entre Sainte-Agnette et Saron, dans les Landes. Avec mon père, nous nous étions regardés, car la mécanique auto n'était pas notre fort. Nous avions levé le capot et essayé d'essuyer quelques éléments du moteur. Après plusieurs essais de redémarrage, en faisant quand même attention à ne pas noyer le moteur, le soleil revenu aidant à sécher certainement les parties touchées, le véhicule était reparti tout seul. Ouf! Une fois le mobilier installé, il y avait beaucoup de travaux à faire et mon père s'y attela de pied ferme. Nous étions partis avec Edith et notre fils Richard passer des vacances d'été laborieuses chez mes parents à Mirepex. La maison, de style béarnais, était composée de 2 grandes pièces à chaque niveau. Au rez-de-chaussée, au premier étage et au deuxième étage, qui lui était situé sous les combles, où l'on tenait debout avec des fenêtres mansardées. Toutes ces pièces étaient séparées par un magnifique escalier central. Fort de mon expérience acquise dans le chantier de notre maison de la rue d'Elbos à Bordeaux,
Mon premier travail fut de refaire entièrement l'électricité. J'avais galéré une bonne partie de la journée pour essayer de réaliser un va-et-vient avec un interrupteur et un éclairage à chacun des 3 paliers des escaliers. Cela me travaillait tellement que je n'en dormais pas la nuit. Et une nuit, j'avais trouvé la solution. Je m'étais levé pour m'installer sur la table de la salle à manger et j'avais tout dessiné sur une feuille de papier avant de retourner me recoucher. Mon père avait décidé de réaliser une salle de bain au rez-de-chaussée et des toilettes à l'étage. Il faut dire que les toilettes d'origine se trouvaient à l'extérieur, au fond du jardin. Après avoir construit les cloisons et portes de ces pièces annexes, il fallait tout installer. Mais avant de cela, il fallait bien sûr acquérir le matériel: baignoire, chauffe-eau, bidet, WC, tube en cuivre, tuyau PVC, robinet, etc., etc. Avec mon père, nous étions partis à Pau avec un fourgon loué pour faire nos achats dans un magasin spécialisé. Là, j'avais présenté ma carte SP à tout hasard et nous avions obtenu une réduction de 25% sur le montant de la facture globale. Il ne restait plus qu'à se lancer dans le montage. Et c'est là que les connaissances que j'avais acquises avec le beau-frère de Jean-Pierre, André François, lors de l'installation de la salle de bain, des sanitaires et du chauffage central réalisé dans notre maison de la rue d'Elbos, furent déterminantes. Cela nous permit d'aller au bout sans aucune faille. Il faut dire que j'avais apporté tout le matériel du parfait petit plombier. La seule difficulté, et pas des moindres, que nous avions rencontrée fut le perçage d'un mur de 60 cm d'épaisseur en pierre locale, c'est-à-dire énorme, pour réaliser la descente d'évacuation des toilettes. Il restait encore plein de petits travaux à réaliser et mon père continua sans nous, car les vacances se terminaient et je devais reprendre mes fonctions à la SP. Licencié, puis réintégré lors d'un automne très chaud. La section syndicale CFDT de la SP était assez revendicative sur le plan local, ce qui nous avait amené plusieurs fois à avoir de grosses discussions avec les responsables de l'union départementale. Nous n'étions pas tout à fait dans le moule, entre guillemets. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, fin janvier 1973, nous avions reçu la visite non sollicitée du secrétaire général de la métallurgie, Jacques Chérec. Il était venu transmettre la bonne parole. Nous étions restés sur notre faim et au final, nous avions tous ressenti une certaine perplexité. Depuis le début de cette année-là, nous étions en discussion avancée pour négocier un accord d'entreprise basé sur les revendications du personnel présentées à la direction, personnel que nous consultions régulièrement. Les négociations portaient sur le retour aux 40 heures, la retraite à 60 ans, 1 heure d'information payée tous les mois, les conditions de travail, la 5e semaine de congé payé, la prime annuelle égale pour tous est calculée sur le salaire moyen de la société, et le maintien et la progression du pouvoir d'achat. Toutes les organisations syndicales, CGC, CGT, FO et les autonomes, étaient partie prenante. Il faut dire que la CFDT représentait environ 85% des votes du personnel et que nous dérangions beaucoup la direction qui voulait nous détruire, entre guillemets. Après une quinzaine de rencontres avec les dirigeants de la SP, l'accord d'entreprise prenait forme. Mais il était toujours très incomplet. La CGC, FO et les autonomes du GAP étaient prêts à signer cet accord. Et c'est là que tout s'était accéléré. Un grand mouvement de grève qui durera plus d'un mois démarrera le 24 septembre 1973. Il y avait de nombreux arrêts de travail. Nous tenions des assemblées générales d'information au fur et à mesure des négociations avec la direction générale. Des piquets de grève pour filtrer les entrées s'étaient mis en place devant les portes d'accès du centre du Haillan. Un jour, où 6 d'entre nous, dont 5 militants syndicaux, je faisais partie du lot en tant que secrétaire du CE et du comité central, qui avaient disposé en épi leur véhicule personnel pour filtrer les entrées et laisser passer les piétons,
avions reçu une première lettre de mise à pied avec effet immédiat, avec une information pour l'introduction d'une procédure de licenciement. C'était le 17 octobre 1973 aux environs de 16 heures. Et, à 16h45, ce fut un grand branle-bas de combat, car la majorité du personnel du centre du Haillan s'était retrouvé devant les portes de l'usine et avait décidé de bloquer la sortie des véhicules, entre parenthèses des directeurs et d'autres cadres supérieurs, et des cars de transport qui étaient stationnés dans l'enceinte de l'entreprise. Une délégation, élus et personnel de Blanquefort, était venue soutenir l'action. À 18h45, la direction avait demandé l'évacuation. Le syndicat CFDT avait souhaité discuter avec le directeur de l'établissement, mais celui-ci était resté introuvable et à 19h30, le personnel avait décidé de lui-même de partir chez lui. Le lendemain, 18 octobre, la CFDT, soutenue par la CGC, le syndicat des cadres, lance un appel à la grève illimitée. Il y aura 1100 salariés sur 1260 qui entreront dans le mouvement. Avec la direction du siège de la Tour Nobel à Puteaux et avec son président, directeur général Pierre Soufflet, ce sera presque une déclaration de guerre, avec le relais de nombreux communiqués, à la presse, à la radio et même à la télévision. Le 19 octobre, alors que les autres organisations syndicales CGC, FO et CGT discutaient de l'accord d'entreprise au siège, la CFDT, avec les représentants des différents centres, avait obtenu un rendez-vous. Elle était accompagnée du représentant national de la métallurgie CFDT. Cela avait été une attaque en règle contre notre syndicat. Le PDG de la SEP avait affirmé que les 6 licenciements, dont 5 militants syndicaux, avaient été décidés pour faire un exemple, et qu'il était prêt à affronter un mois de grève et à vider 50 personnes s'il le fallait. Cela avait été ses propres termes, et que c'était le prix à payer pour avoir la paix sociale. Lors de cette même réunion, le PDG avait également affirmé avec une certaine tranquillité que la CFDT avait pris trop d'importance dans sa société, se livrant ainsi à une nouvelle escalade dans la provocation. Après 4 rencontres entre la direction et l'organisation syndicale CFDT, un protocole de fin de grève avait été élaboré et signé le 23 octobre 1973. D'un côté, les avertissements avant licenciement des 6 salariés étaient caducs et la reprise du travail devait se faire dans les conditions normales le 24 au matin. La CFDT s'engageait pour sa part à cesser toutes les actions relatives à ces licenciements. L'épisode des licenciements était terminé et la direction avait envoyé au domicile de chaque salarié une note relatant les faits et les avancées sur l'accord d'entreprise. Les autres organisations syndicales, CGC, CGT, FO et les autonomes du GAP, étaient d'accord pour signer et elles le feront le 16 novembre 1973. Seule la CFDT était restée en retrait, car des points importants pour le personnel, sur la réduction horaire à 40 heures sans perte de salaire, la prime annuelle uniforme, la 5e semaine de congés payés, la possibilité de départ à la retraite à 60 ans avec 80% du salaire, etc., n'avaient pas été traités. Nous, le syndicat CFDT, attendions les avancées des négociations nationales prévues avec les patrons des patrons de la métallurgie, l'UIMM, et donc nous n'avions pas signé. Cependant, cet accord d'entreprise allait quand même entrer en application à la SEP au début de l'année 1974. Mon mandat de secrétaire général du comité d'établissement de Bordeaux et de secrétaire général du comité central d'entreprise de la SEP arrivait à son terme en cette fin d'année. Je ne m'étais pas représenté, mais j'étais resté investi un peu plus au sein de la SSEP Omnisport. J'étais trésorier général et j'avais été élu président.
Depuis quelques années, en famille, nous avions l'habitude de nous retrouver pour célébrer divers événements, dans des maisons de campagne louées par les parents de mon épouse Édith. J'ai connu la maison de Saint-Serin de Cadourne, qui fut la première, je crois, pas très loin du port de la Maréchale sur la Garonne. Il y eut aussi la grande ferme à Cavignac, où nous ramassions beaucoup d'escargots qui nichaient le long des murs, longeant les fossés autour de la maison. Il y avait eu une histoire cocasse avec Maryse, la petite dernière de la famille. Un matin, alors que nous étions en train de nous lever, elle avait pris une boîte de lait concentré sucré, qui était dans le buffet de la cuisine, et elle s'était mise à aspirer par les deux trous faits pour verser. Elle fut punie, car des fourmis avaient pénétré à l'intérieur. Elle avait trouvé que le lait était craquant, avant de se rendre compte de son erreur de gourmandise. La dernière maison que j'ai connue était à Cézac, et là les chambres étaient quasiment communes. Cela faisait un peu dortoir. Matelas au sol et grandes pièces coupées par des rideaux composaient les divers lieux de couchage. C'est là que nous avons vécu des épisodes tragicomiques. Il y avait, près de la maison, deux très grands chênes et les frelons y avaient pris l'habitude de faire les nids. Un soir, nous jouions aux cartes dans la cuisine et l'un de ces frelons vint nous rendre visite. Jean-Pierre, le frère à Édith, se dévoua pour le chasser, mais il le manqua à la cible. Maryse projeta sur le frelon plusieurs jets d'insecticide avec la bombe qui était posée sur le buffet. Mais la bestiole, énervée, fonça sur Jean-Pierre, lui laissant sa marque dans le dos. Heureusement, les frelons asiatiques n'avaient pas encore atterri chez nous. Un autre jour, il y avait Sulky, le chien berger de la famille Garcia. Maryse, encore elle, s'amusait à lui lancer un caillou pour le faire courir. Mais voilà, je m'étais trouvé sur le chemin et le projectile avait été propulsé maladroitement dans mon visage et plus particulièrement sur mes lunettes. Verre de lunettes explosé, débris de verre dans l'œil. Elle n'y coupa pas pour s'attacher à m'enlever les intrus. Heureusement, ils étaient seulement collés sur mon œil. Cela avait obligé mon beau-frère Raymond à venir depuis Bègle me rechercher pour ramener la voiture et notre petite famille à Bordeaux, car n'ayant pas de lunettes de secours, je n'étais pas en état de conduire et le lendemain, je devais aller travailler. D'ailleurs, une autre histoire s'était passée quelque temps avant. Ma belle-sœur Léna et mon épouse Édith étaient partis promener les enfants avec les poussettes après dîner. Et il était tard et la nuit commençait à tomber. Brusquement, sur un chemin bordé de peupliers où elles circulaient, elles avaient été surprises par le noir du soir et elles s'étaient apeurées mutuellement, car il y avait également l'orage qui commençait à gronder. Elles avaient alors entamé une course avec les landaux avec Karine et Richard pour arriver le plus vite possible à la maison, mort de rire. Depuis 1973, j'étais le président de la SSP Omnisport. Mais je n'étais pas resté très longtemps à ce poste de président, car le trésorier qui m'avait remplacé confondait les deniers du club et ceux de sa vie personnelle. D'ailleurs, il fut démis de ses fonctions de trésorier général sur le champ, et comme il y avait eu également quelques problèmes dans son service au niveau de l'entreprise, il fut déplacé loin de la région bordelaise. Je crois qu'il fut muté au siège à Puteaux. J'avais donc repris mes anciennes fonctions de trésorier général et j'avais lancé dans l'aventure présidentielle un jeune issu du football, Philippe Lacoste. Il fera un très long et bon chemin au sein de la SSP Omnisport. Pour ma part, j'avais arrêté le football en compétition tout en restant à l'Omnisport et je m'étais impliqué davantage dans le tennis de table. C'est au début de l'année 1974 que, poussé par un certain Michel Dupuis, c'est lui qui impulsera ma carrière de dirigeant pongiste. J'avais passé l'examen et obtenu le diplôme d'arbitre régional, AR. Pour valider l'épreuve pratique d'arbitre, j'avais traîné mes galons au Palais des Sports de Bordeaux lors du 3e tour des championnats individuels nationaux en réalisant une douzaine de prestations. C'est ainsi
que j'avais arbitré le grand maître Jacques Secrétin, numéro 1, face au meilleur joueur local, Régis Canor, numéro 8, que j'avais arbitré une seconde fois face à Donny Dont. Pour la naissance de notre deuxième enfant Raphaël, le samedi soir du week-end pascal, nous avions fêté Pâques en famille chez nous. Tous les invités étaient partis. Mes parents dormaient dans un canapé du salon et vers 1h30 du matin, nous voilà sur le départ pour la clinique avec la valise. Ma mère, qui ne dormait pas, demanda en espagnol « ¿A dónde vas ?» Nous répondîmes à l'unisson « À la clinica poner el huevo ». Traduction « À la clinique pour pondre l'œuf ». C'était Pâques. C'était le 14 avril 1974, le dimanche de Pâques. Raphaël avait pointé le bout de son nez à 9h30. C'était à la clinique de Bordeaux-Nord et il pesait 3,650 kg. Lors de l'Assemblée générale de la Ligue d'Aquitaine de tennis de table, en juin ou juillet 1974, j'avais été élu au comité directeur et j'avais été nommé responsable corporatif, fonction que j'assumerai pendant de très nombreuses années. J'avais été formé par mes prédécesseurs à ce poste, messieurs André Fossecave, une figure emblématique du tennis de table girondin, et Séraphin Musitelli, qui travaillait comme pâtissier aux Nouvelles Galeries de Bordeaux. J'avais également été élu président de la section tennis de table de la SSP. J'avais passé l'examen et obtenu le diplôme de juge-arbitre par équipe, JA1. En janvier 1975, j'avais participé à une formation complémentaire et j'avais été diplômé comme juge-arbitre de critérium individuel, JA2. Dans la foulée, je m'étais engagé dans une formation d'entraîneur et j'avais obtenu le diplôme d'entraîneur fédéral premier degré le 6 avril 1975, formateur Joël Canor. J'assumerai cette fonction comme bénévole pendant 13 ans au sein de la SSP, en encadrant les enfants le mercredi et le samedi, une vingtaine en initiation et une bonne quinzaine dans les groupes perfectionnement et espoir, en organisant des stages les week-ends ou pendant les vacances scolaires, en créant une école de tennis de table spécifique pour les féminines, dans laquelle évoluaient une dizaine de jeunes et adultes, etc. Au niveau de la Ligue d'Aquitaine de tennis de table, je m'étais fait embarquer par le CTR, Joël Canor, dans l'organisation d'une rencontre internationale opposant la France à la Hongrie. J'avais été nommé commissaire général de la manifestation. Elle s'était déroulée au Palais des Sports de Bordeaux. Ce fut une réussite, mais quel travail! Courrier, médias, affiches, banderoles, joueurs, hébergement, repas, arbitres. Beaucoup de préparations faites la nuit, car dans la journée, il fallait retourner au boulot à la SEP. J'avais proposé comme porte-drapeau de la délégation française mon fils Richard. Il avait été retenu à l'époque, il n'avait pas tout à fait 5 ans. À la fin de cette saison, j'avais été élu pour 2 ans à la présidence du comité départemental de la Gironde de tennis de table. J'avais également intégré le comité départemental olympique et sportif. Nous avions passé les fêtes à Mirepex, à la maison de mes parents. Mon père avait fait refaire la toiture de la maison en tuiles mécaniques plates, et il avait repeint les façades et les volets. Il ne restait plus que la grange à restaurer. La toiture à 2 pentes était faite en ardoise plate et il y avait beaucoup de fuites. Nous avions consolidé avec pas mal de rustines de fabrication maison. Et au final, c'était presque parfait. D'ailleurs, c'est dans cette grange que nous faisions sécher, à l'étage, les jambons et autres saucisses au chorizo fabriqués par ma mère. C'est là également que ma mère étendait le linge pour le faire sécher. Au rez-de-chaussée, dont le sol était en terre battue, mon père avait installé un grand établi pour travailler le bois et un petit atelier avec vue sur la cour, grâce à une belle ouverture qui avait été pratiquée dans le mur très épais. Il restait beaucoup de place et on pouvait garer 2 ou 3 voitures, car la grange faisait 12 mètres par 10 environ. J'avais été informé par les voisins qu'un café était installé là
et que la grange avait servi de quillodrome dans le passé. De retour de vacances, nous avions appris que Régine, sœur de mon épouse Édith, qui vivait depuis son mariage en 1974 avec Jean Bensac chez sa belle-mère à Pessac, avait trouvé une maison d'habitation à Cestas. C'était dans le cadre des logements sociaux avec accession à la propriété, construits par l'habitat girondin. Je ne sais pas quelle mouche piqua mon épouse Édith, mais elle s'était dit que cela serait bien d'aller vivre loin de Bordeaux, à la campagne, et pas très loin de sa sœur Régine. Elles étaient allées se renseigner et il venait d'y avoir un désistement sur ce programme Cestadé, hameau du Moulin à Vent. Elles avaient réussi à me convaincre, mais il fallait faire très vite pour essayer de réserver ce lot devenu disponible. Pour moi, restait à résoudre le problème de la vente de la maison de la rue d'Elbos, à Bacalan, sans faire une grosse plus-value afin de ne pas payer d'impôts supplémentaires, car cela faisait moins de 10 ans que nous l'avions acheté. Encore fallait-il avoir également le montage financier des dossiers de prêt, car après la vente de notre maison, nous n'avions pas assez d'argent pour réaliser l'opération et devenir locataire attributaire à Cestas. Comme la vie nous réserve des choses bizarres, mes parents habitaient à Cestas quand ma mère était partie à Bordeaux pour me donner naissance le 30 juin 1941. Et voilà comment je reviens sur les lieux où j'aurais pu être élevé si le destin n'avait pas été aussi dramatique pour ma mère et mon père et moi. Pour améliorer la vente de la maison de la rue d'Elbos à Bordeaux, j'avais envisagé de repeindre la façade et les volets. Ils n'avaient jamais été peints depuis notre arrivée en 1967. Cela ne fut pas nécessaire, car un voisin qui dirigeait un atelier de mécanique juste en face s'était porté acquéreur avant même que nous nous passions une annonce quelconque pour la vendre. Il connaissait très bien la maison, qu'il avait bien vu tous les travaux que nous avions faits. De plus, il cherchait une habitation pour loger sa fille, qui allait se marier l'été suivant. Nous avions réussi à boucler les dossiers financiers et à nous porter candidats pour le lot disponible sur le programme Hameau du Moulin à Vent de Cestas. Notre candidature fut retenue par l'habitat girondin. Mais cela nous coûta un peu plus cher que prévu car il avait fallu faire un crédit relais hypothécaire sur 6 mois, taux de crédit plus élevé que la moyenne, pour faire glisser les financements d'une maison vers l'autre. Nous avions donc signé un sous-5 avec le voisin pour la vente de Bacalan. Tout se déroulait normalement et début janvier 1976, nous avions signé auprès du bailleur une souscription pour l'attribution d'une maison, lot numéro 21, en tant que locataire attributaire, au lieu-dit Moulin à Vent à Cestas. Lors de l'état des lieux qui avait été fait début mars, nous avions refusé les clés, car de très nombreux carrelages du séjour et la baignoire de la salle de bain étaient abîmés. Nous n'étions pas forcément pressés et nous avions attendu que les reprises soient bien réalisées avant la remise effective des clés le 31 mars 1976. C'était un incroyable et inattendu retour aux sources pour moi. Dans le même temps, sur les conseils d'un collègue de bureau, nous étions allés consulter un ophtalmologue pour essayer d'améliorer la vision d'Édith, en remplaçant les lunettes par des lentilles de contact. Les résultats avaient été impressionnants. Elle avait gagné 3 dixièmes sur un œil et presque 4 dixièmes sur l'autre. Cela lui avait changé complètement la vie. Comme je portais également des lunettes depuis l'âge de 10 ans, j'avais fait un essai avec le même type de lentilles que mon épouse, semi-rigides, mais je n'avais pas pu les supporter. Du coup, j'avais essayé des lentilles dites souples et j'en porte encore aujourd'hui depuis cette époque. Cela m'a été très précieux pour la pratique du sport. Nouvelle escalade de la direction SP. Des gardes mobiles face aux grévistes. À la SP, il y avait toujours de très gros problèmes sur la lisibilité des classifications. Nous étions en pleine discussion et des actions étaient menées au niveau national.
Une nouvelle fois, je m'étais retrouvé sans modification de salaire, pas un centime de plus, classé au coefficient 305, toujours au grade de projeteur 1. Mais le torchon brûlait encore entre la direction de l'ASP de Bordeaux et notre section syndicale CFDT. Et nous étions entrés en conflit début d'avril 1976. Tout avait commencé le samedi 3 avril pour un travailleur en équipe employé au four de cuisson des composites, qui fonctionnait 24 heures sur 24. Il avait détecté une anomalie dans le programme de fonctionnement d'un four. Il avait donc téléphoné pour demander des consignes à son chef d'équipe qui, entre parenthèses, se trouvait être en week-end en Dordogne. Et l'entretien téléphonique ne s'était pas très bien passé. 5 jours plus tard, ce salarié avait été ramené sans explication à l'horaire normal, perte de revenus. Et il reçut la semaine suivante, alors qu'il était en congé, un courrier de la direction de la SEP Bordeaux lui indiquant qu'il faisait l'objet d'une procédure de licenciement. Cela fut le début de ce qu'on avait appelé l'affaire Ronzetti, du nom de ce salarié. Ce conflit, qui était parti au même moment où les discussions nationales sur les salaires et les classifications se déroulaient, avait duré 7 semaines. Il y avait eu le 13 avril une journée nationale d'action avec grève sur le centre du Haillan et de Blanquefort et manifestation à Bordeaux. Ce même jour, nous, syndicat CFDT, avions accompagné M. Ronzetti à une réunion avec la direction administrative et le directeur technique de son service afin de demander la levée de la procédure de licenciement. Ce fut une attaque en règle contre le salarié. Vous n'appliquez pas les consignes, expliquez-vous. Vous avez une mauvaise attitude au téléphone envers votre chef, etc., etc. Suite à notre intervention, la direction avait indiqué qu'elle examinerait la position de reclassement du salarié dans un autre secteur d'activité. Le lendemain, c'était un mercredi, lors d'une assemblée générale tenue à l'embauche, il avait été décidé que les mouvements de grève seraient suspendus dans l'attente de cette décision. Un téléx fut adressé par l'intersyndicale à la direction générale qui était en réunion au même moment au siège à Puteaux, afin de lui expliquer notre décision de suspendre le mouvement. Le jour suivant, 2 de nos délégués avaient rencontré le chef du personnel de la SEP Bordeaux, qui avait indiqué que la décision serait rendue le vendredi. Le directeur avait confirmé par téléphone que la réponse serait donnée à 11h30. La veille du week-end de Pâques, nous avions tenu de nouvelles assemblées générales à l'embauche sur les 3 centres, Blanquefort, Saint-Médard-en-Jalles et Le Haillan. Des huissiers étaient présents. Un débrayage général avait eu lieu à 11h et vers 11h30, le directeur et le chef du personnel étaient venus nous annoncer la décision. Le licenciement est confirmé, pas de faute grave retenue et dispense de préavis. La réaction ne se fit pas attendre. Une nouvelle assemblée générale fut organisée au Haillan après les repas, suivie d'un débrayage l'après-midi afin de définir les modalités d'action. Le week-end pascal qui suivait fut propice à la réflexion et nous amena à étudier la stratégie d'action que nous pourrions proposer aux salariés. Le mardi de la reprise, nous avions organisé des assemblées générales à l'embauche et déterminé un cahier de revendications en 3 points. Réintégration de M. Ronzetti, hiérarchie et répression antisyndicale. Le personnel administratif et du restaurant du comité d'établissement que nous, section syndicale, gérions, avait déclenché une grève de solidarité. La bataille des communiqués commença. La CGC, refus de concertation égale conflit. L'intersyndicale, l'art de gagner du temps. Et assez d'intoxication, la CGT, patronat de droit divin, la CFDT, la SEP, industrie de pointe ou patron de choc. De plus en plus de personnes assistaient aux assemblées générales à l'embauche et plusieurs débrayages furent déclenchés. Le lundi suivant,
une réunion avec la direction sur les 3 points de revendication n'avait pas dépassé le point 1. Le lendemain, nous avions décidé d'enchaîner les portails, de positionner un piquet de grève et de tenir une assemblée générale. La direction avait fait couper les chaînes par les gardiens, accompagnés par des responsables du centre. La moitié du personnel était entré au travail. Le restaurant était en grève et vers 13 heures, un fourgon transportant des sandwichs pour la direction avait foncé sur les grévistes devant l'entrée. L'un des grévistes avait d'éviter le choc en s'accrochant aux essuie-glaces du fourgon. La grève avait redémarré de plus belle. Le jeudi, entre 5 et 6 heures du matin, nous avions mis devant le portail le fourgon du comité d'établissement et attaché à nouveau des grillages afin de rendre difficile le passage. Nous avions appris que des gardes mobiles étaient stationnés pas loin du centre. Et vers 7 heures, un commandant de gendarmerie était venu nous dire que les gardes mobiles allaient intervenir si les personnes voulant entrer au travail en étaient empêchées. Nous étions restés pacifiquement assis devant les portes. Monsieur Abel, le maire du Haillan, était intervenu. Il avait pris la parole devant l'entrée du centre pour essayer d'apaiser la situation. Les gardiens avaient découpé les grillages et ouvert un demi-battant du portail et 5 ou 6 personnes étaient entrées en enjambant les grévistes. L'escadron de gardes mobiles arrivant et poussant les grévistes fit ouvrir un grand passage. Mais personne n'était entré. Seuls quelques hauts cadres, escortés par des gendarmes, s'étaient présentés pour entrer et avaient exhorté les personnels à reprendre le travail. Mais personne ne les suivit. Le commandant de gendarmerie de la compagnie avait semblé désappointé, et les forces de l'ordre s'étaient retirées. Le lendemain matin, les gendarmes étaient encore présents, et les gardes mobiles étaient stationnés pas très loin de la commune des Îles. Personne n'était rentré à l'embauche. Le directeur du centre et le directeur technique étaient venus faire de la retape et mettre de la pression sur les personnels qui étaient devant les grilles d'entrée. Et environ 150 personnes étaient rentrées. Les grèves avaient duré plusieurs jours, avec ou sans piquet de grève, avec des manifestations en ville. Nous avions eu le soutien de plusieurs entreprises. Les collectes avaient été organisées pour aider les grévistes. Enfin, la direction avait indiqué dans un communiqué la liste des places offertes à M. Ronzetti. L'intersyndicale avait préparé un protocole de fin de grève, mais la direction n'avait pas voulu le signer, faisant preuve de sa mauvaise volonté. Nous avions été reçus à la direction départementale du travail par le directeur départemental et l'inspecteur du travail, et des propositions furent adressées à la direction. Les sections syndicales réunies sans la CGT, qui s'était désolidarisée de notre mouvement, et proposèrent une réunion avec la commission régionale de conciliation. Puis, en fin de journée, une assemblée générale qui s'était tenue sur le centre du Haillan avait proposé la reprise pour le lendemain 11 mai. Dans le même temps, la direction générale avait annoncé avoir transmis par huissier, pour décision, pas moins de 7 poursuites juridiques et des sanctions pour certains salariés pouvant aller de l'avertissement au licenciement. La réunion de la commission régionale de concertation avait eu lieu le lundi 24 mai, mais les syndicats FO et CGT étaient absents. Une nouvelle réunion fut programmée pour le 2 juin. La grève s'était achevée sans protocole de fin de grève, laissant planer une épée de Damoclès au-dessus de la tête de certains d'entre nous. La reprise du travail s'était bien faite, dans la douleur. Une seule sanction, mutation envers un jeune cadre, était tombée quelque temps plus tard. Ces 7 semaines de grève avaient été très difficiles à supporter. Ce sera le dernier grand mouvement que j'aurai vécu à la SEP.
même si nous avions été d'autres fois engagés dans l'action pour défendre les revendications des salariés. Tout n'avait pas été négatif, car nous avions obtenu de très belles avancées grâce aux négociations nationales de la métallurgie sur les salaires et les classifications. Du côté de ma famille, la tante Dominga, qui m'avait élevé au village de Rafales au début des années 50, était décédée vers la mi-mai 1976 à l'âge de 84 ans. De retour à la maison de Cestas, un agriculteur cestadais, M. Kossek, relation de ma belle-mère Ginette, était venu défricher et avait retourné tout notre terrain à Cestas avec un tracteur muni d'une fraise rotative du type Rotavator. Au mois d'août 1976, mes parents étaient venus passer quelque temps chez nous. Nous avions réalisé avec mon père les fondations et la construction d'un muret de parpaing pour clôturer le devant de la maison, côté rue. Mais avant cela, il avait fallu niveler le terrain sur environ 80 cm de hauteur sur toute la longueur du passage d'entrée, environ 12 mètres. Nous avions réalisé une terrasse en béton armé d'environ 100 mètres carrés, tout autour de la maison, ce qui avait permis d'avoir un accès plus propre au logement, car la terre sableuse cestadaise est plutôt noire. Fin de la 5e partie.